Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le forum européen One of Us pour la défense de la vie. Il a eu lieu le week-end dernier en Hongrie. La réaction du pape François après l'attentat en Égypte contre des chrétiens. Il a fait 29 morts vendredi dans la ville de Minya. Et puis un reportage sur la procession du 500 dans la ville de Bruges en Belgique. Des associations chrétiennes alertent sur l'absence dans les débats de la question des réfugiés. Quelle est leur réalité? Quelles solutions pouvons-nous apporter? On en parle dans notre dossier avec Aurélie Radisson du Secours catholique. Des Européens réunis le week-end dernier en Hongrie pour défendre la vie. Le deuxième forum One of Us a rassemblé des associations pro-vie du vieux continent, mais aussi des hommes politiques, des journalistes et des médecins. Ensemble, ils ont réfléchi autour du thème « Protéger la vie, le cœur du nouveau débat culturel ». Après une première rencontre l'an dernier à Paris, le forum One of Us a eu lieu cette fois-ci à Budapest. Une décision du gouvernement hongrois très fortement attachée aux valeurs familiales, comme nous l'explique Katalin Novák, secrétaire d'État hongrois à la famille. On a vraiment une politique non seulement familiale, mais une politique gouvernementale en général qui cible toujours les familles, les intérêts des familles. Donc pour nous, c'est important de ne pas le faire seulement en Hongrie ou bien de ne pas traiter ces sujets uniquement en Hongrie, mais d'en parler dans les différents forats internationaux. Dans les forums internationaux, à commencer par celui de One of Us, qui cherche à créer une alliance européenne de poids, fédérant des associations et des personnalités politiques attachées à la défense de la vie. Ce que nous faisons, c'est One of Us, nous mettons ensemble les forces, c'est une fédération, nous sommes fédérés, nous travaillons ensemble, nous mettons nos forces ensemble pour percer, pour informer, pour travailler avec l'opinion publique et pour travailler avec les hommes et femmes politiques. Une autre institution engagée pour la vie, la maternité Sainte-Félicité. Jeudi dernier, ces nouveaux locaux dans le 15e arrondissement de Paris ont été bénis et la chapelle consacrée. Et c'est le cardinal André XXIII qui a présidé la célébration pour la première fois après quelques mois d'absence dus à des problèmes de santé. L'établissement avait déménagé en début d'année pour s'agrandir et rester à la pointe de la technologie. Mais la vocation reste la même, les sœurs proposent un accompagnement spirituel et sont une présence de prière dans ce haut lieu de naissance. Notre journaliste François-Xavier Mathieu a participé à la consécration reportage. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel. Au cœur des nouveaux locaux de la maternité catholique Sainte-Félicité, la chapelle de l'établissement est consacrée en ce jeudi de l'Ascension. Dans l'assemblée, des petites sœurs des maternités catholiques sont réunies aux côtés de nombreux fidèles, mais également de nouveau-nés. Il y a deux chœurs, on aime bien dire, dans nos maisons. Il y a le chœur La Chapelle, où le Seigneur est présent sacramentellement. Et puis, il y a les salles de naissance, où jaillit la vie. Et ces deux chœurs battent. Et dans la chapelle, c'est le lieu où en fait on va pouvoir reprendre toutes les intentions de prière, toutes les offrandes de ces petits bébés qui arrivent à la vie, toutes ces familles, avec et les joies et aussi les peines qu'elles peuvent porter. Alléluia, Alléluia. Dans notre culture et notre société, la venue d'un enfant n'est pas toujours vécu comme une bénédiction, mais plutôt comme un accident ou comme un risque. On multiplie les tests préalables pour être sûr d'avoir l'enfant parfait. Et c'est un signe très fort d'avoir une institution exclusivement dédiée à l'accueil de la vie. Après la célébration, l'établissement est béni par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Eh bien, on demande à Dieu d'écarter tous les mauvais esprits qui peuvent exister. Donc l'importance d'une bénédiction, c'est de mettre une maison sous la protection de Dieu et demander aussi qu'il aide tous ceux qui y travaillent à travailler de tout leur cœur, à mettre toute leur énergie, toutes leurs compétences le mieux possible dans cette maison et qu'il écarte le plus possible d'obstacles matériels au bon fonctionnement de la maison. Désormais placée sous la bienveillance de Dieu, la maternité accueillera 3300 naissances chaque année.
Et puis, vous avez pu vivre ce soir en direct sur KTO la veillée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris. Un temps de prière donc, de réflexion, mais aussi d'écoute de nombreux témoignages empreints de miséricorde. À quelques jours de la Pentecôte, les évêques d'Île-de-France ont prié pour que chacun puisse œuvrer en faveur du respect de la vie humaine sous toutes ses formes. Dimanche, le pape François a fait part de sa proximité avec toute la nation égyptienne après l'attentat de vendredi dans la ville de Minya qui a coûté la vie à 29 coptes, dont des enfants. Ils se rendaient en bus visiter un monastère copte. Le Saint-Père a rappelé qu'ils ont été tués pour avoir refusé de renier leur foi. Je souhaite exprimer à nouveau ma proximité au cher frère, le pape Tawadros II, et à toute la nation égyptienne, qu'il y a 2 jours a subi un autre acte de violence féroce. Les victimes, parmi lesquelles il y avait beaucoup d'enfants, étaient des fidèles qui se rendaient à un sanctuaire pour prier. Ils ont été tués après avoir refusé de renier leur foi chrétienne. Que le Seigneur accueille dans sa paix ces courageux témoins, ces martyrs, et qu'il puisse convertir le cœur des terroristes. Cet attentat revendiqué par l'État islamique s'ajoute à ceux de ces derniers mois. Face à ces persécutions, la peur fait partie du quotidien des chrétiens d'Égypte. Mais malgré tout, ils vivent dans l'espérance avec une foi renforcée. C'est ce que nous a confié frère John Khalil, dominicain du couvent du Caire. Bien sûr, pour le peuple égyptien en général, les gens ont peur. Les musulmans ne sont pas du tout contents d'avoir des attaques terroristes pour la sécurité du pays, surtout quand c'est une chose contre les chrétiens. Et les chrétiens, d'autre part, ils ont peur. Et ils sont un peu déçus parce qu'ils sentent que voilà, ils ne sont pas très bien protégés. Mais ça reste aussi que les chrétiens en Égypte gardent toujours une histoire d'histoire des martyrs, des gens qui donnent leur vie pour la foi. Donc ça fortifie la foi des gens aussi en même temps. Voilà, donc parfois les gens regardent, il y a des gens qui regardent ces attaques d'une manière trop spirituelle parfois. Et d'autre côté, ça fait vraiment peur à beaucoup de chrétiens. Et il y a pas mal de gens qui disent, est-ce qu'on reste en Égypte ou pas aussi. Moi, je crois que les chrétiens doivent savoir comment investir leur foi dans la société. Donc, je crois que les chrétiens sont invités, à mon avis, à pratiquer leur foi dans la société, de donner plus de témoignages, et que leur foi devienne une chose concrète par les moyens civils. Donc, chercher une protection civile et pratiquer leur rôle comme des vrais citoyens. Voilà, nous excusons pour la qualité de ces images, mais il fallait entendre ce témoignage depuis l'Égypte. Suite à cet attentat, le directeur de l'œuvre d'Orient appelle la communauté internationale à étendre son action à l'Égypte. Les forces de la coalition ne peuvent combattre les terroristes dans la plaine de Mossoul et les laisser s'établir en Égypte, a expliqué dans un communiqué publié hier Monseigneur Pascal Golnisch. En Belgique, le jeudi de l'Ascension a été marqué par la procession du 500 dans la ville de Bruges, un événement annuel datant du Moyen-Âge. Des milliers de personnes se pressent pour voir le reliquaire contenant des gouttes de sang coagulé du Christ imbibé dans un morceau de terre, rapporté de Jérusalem en 1150 par Thierry d'Alsace. Depuis, chaque année, la procession fait revivre l'arrivée du 500 à Bruges. Reportage. Dans les rues de Bruges, en ce jeudi de l'Ascension, on installe des chaises un peu partout et de curieux chars ont fait leur apparition. Comme chaque année, la ville belge commémore l'arrivée de la relique du 500. Au Moyen-Âge,
Le comte de Flandre Thierry d'Alsace rapporte des croisades quelques gouttes du précieux sang du Christ ayant coulé de sa blessure du côté droit lors de sa crucifixion. Depuis, cette relique est vénérée dans la basilique du Saint-Sang. À l'occasion de cette journée, elle est déplacée dans la basilique Saint-Sauveur pour une Eucharistie solennelle. Seigneur Jésus nous a tous sauvés par son sang précieux. La confrérie du Saint-Sang est la plus ancienne confrérie religieuse belge. Elle veille au bon déroulement de la procession de la relique qui sera vénérée par près de 30 000 personnes. Mais la relique est déjà ici à Bruges depuis le XIIIe siècle. Imaginez-vous qu'on pouvait vénérer ici le Saint-Sang de Bruges depuis le XIIIe siècle. Au Moyen-Âge, il y avait les indulgences en effet parce qu'on croyait qu'en vénérant le Saint-Sang, on allait plus vite au ciel. C'est la joie religieuse, la joie de notre foi qui est représentée ici dans les rues de la ville, c'est ce qui est très important. Une procession pluriséculaire qui rassemble les représentants des différentes confessions chrétiennes et les autorités civiles de Bruges. Les 1700 figurants présents jouent des scènes bibliques qui viennent ponctuer la procession. C'est la scène où Jésus visite le temple à Jérusalem et il rencontre tous les savants et il en discute. Yannick et Eva ont profité du pont pour venir voir la procession. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait une commémoration, effectivement, pour toute cette vie catholique. On n'en fait pas assez, je trouve, et donc c'est bien, c'est pour ça qu'on est venu. Ouais. Chaque année, entre 30 000 et 50 000 personnes prennent part à cet événement traditionnel qui veut rappeler à tous le sacrifice du Christ sur la croix pour le salut du monde. La communauté Saint-Martin, championne du tournoi de football interséminaire, on les voit avec la coupe sur la plaine de jeu de l'hippodrome d'Auteuil à Paris. Après une victoire 1-0 face aux séminaristes de Paris, vous allez voir le but de la victoire. Voilà, imparable. Cette journée sportive a rassemblé 200 séminaristes diocésains, jésuites, dominicains, frères de Saint-Vincent de Paul. Un temps avant tout de fraternité et de rencontre pour les séminaristes, mais aussi de prière. Vous pourrez revivre l'intégralité de cette journée avec notre reportage diffusé jeudi à 21h35 sur notre antenne. On poursuit avec la chronique du monde. Cette semaine, Régis Anouilh revient sur l'accélération fulgurante de la présence de l'État islamique en Asie du Sud-Est. L'actualité connaît parfois des accélérations fulgurantes. Le 19 mai, nous mettions en exergue dans Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris, le fait que l'Église catholique en Papouasie s'inquiétait de l'activisme croissant d'organisations islamistes dans cette région, une région à majorité chrétienne. Quelques jours plus tard, ce n'est pas en Indonésie que la crise a éclaté, mais dans le sud philippin à Mindanao. Là, dans cette région, l'armée philippine affronte les armes à la main un groupuscule islamiste qui se revendique de Daesh, l'État islamique présent en Irak et en Syrie. 2000 km séparent pourtant la Papouasie, en Indonésie, de Marawi, la ville philippine où se déroulent les affrontements sanglants, plus d'une centaine de morts déjà, qui opposent l'armée et les islamistes. Mais les spécialistes des formations islamistes s'accordent sur un point. En difficulté au Moyen-Orient, Daesh cherche à s'étendre ailleurs. Et où s'étendre, sinon là où les communautés musulmanes sont les plus nombreuses. L'Asie du Sud-Est, de ce point de vue, constitue un terrain privilégié d'expansion pour Daesh avec des pays à majorité musulmane, comme l'Indonésie ou la Malaisie, et des pays comme les Philippines, où les relations sont tendues depuis des décennies entre les chrétiens et les musulmans. En Papouasie, la crise n'a donc pas éclaté, mais l'évêque de Jayapura craint que la présence de groupuscules islamistes ne vienne attiser un incendie qui couve, à savoir une insurrection islamiste face à une région majoritairement chrétienne où les Papous se sentent marginalisés par le pouvoir central qui est installé à Jakarta, loin dans la capitale indonésienne. Aux Philippines, à Mindanao, la grande île du sud philippin est en proie à un conflit larvé, à une guerre larvée depuis des décennies entre les musulmans
qui revendiquent leur autonomie et les chrétiens qui sont devenus majoritaires sur place. Dans l'esprit des stratèges de Daesh, Mindanao constitue un terrain de bataille tout trouvé pour poursuivre le djihad. Dans l'immédiat, ce sont les armes qui parlent. À Mindanao, les islamistes ont incendié la capitale de Marawi, un territoire où les chrétiens sont très minoritaires, ainsi qu'un hôpital. Ils ont aussi décapité le chef de la police locale et ils ont pris en otage une douzaine de catholiques, dont un prêtre philippin. En réponse, le président du pays, le président Rodrigo Duterte, a décrété la loi martiale sur l'ensemble de l'île de Mindanao, promettant l'impunité à ses troupes quoi qu'elles fassent. À l'évidence, la paix n'est pas près de revenir dans cette Asie du Sud-Est où cohabitent pourtant chrétiens et musulmans. Merci Régis. Tout de suite, c'est notre dossier. La revue Projet, créée en 1907 par les Jésuites et éditée par le Centre de recherche et d'action sociale, consacre son numéro de juin à la question des réfugiés. Après un constat, elle est absente du débat électoral. Un cri d'alarme relayé ce matin lors d'une conférence de presse pour laquelle vous êtes intervenue. Aurélie Radisson, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes directrice adjointe du CEDRE, une antenne du Secours catholique pour les personnes exilées. Alors, avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage d'Abou. Il était à vos côtés ce matin. Ça va peut-être nous permettre de mieux nous rendre compte de la réalité des réfugiés sur notre territoire. On écoute Abou. En décembre 2015, je suis venu en France par Marseille. On a fait Mauritanie-Marseille. On a pris les conteneurs par les bateaux direct. On est venu à Marseille. On a essayé là-bas 1 mois, 2 mois. Après, du coup, on a essayé de venir à Paris. La situation des réfugiés ici en France, c'est un peu dur. Imagine les gens qui quittent leur pays pour venir se réfugier ici et en fait ils n'arrivent pas à faire les demandes d'asile ou bien s'ils font une demande d'asile, ils sont rejetés, donc ils sont obligés de retourner chez eux. Et bon, par exemple, si tu es d'un pays comme mon pays, tu retournes chez toi, tu vas devenir comme aux esclaves, tu vas devenir une personne qui va être fatiguée. Les Afghans aussi, les pays sont en guerre, s'ils retournent là-bas chez eux, ils vont avoir des problèmes là-bas. Donc moi je crois que tous les gens qui font demande d'asile ici, on doit les aider, surtout à côté du logement, parce que c'est dur. Parce que moi j'ai vécu ça, j'ai dormi dans les rues pendant 3-4 mois. Voilà, alors on vient d'entendre les difficultés rencontrées par Abou. Pourquoi aujourd'hui en France on n'arrive pas à répondre à ces difficultés, à celles d'Abou et puis à tant d'autres personnes aussi selon vous ? Je crois que malheureusement la réponse étatique n'est pas du tout à la hauteur des besoins et de l'enjeu de société. L'État n'a pas pris la mesure des besoins, en tout cas n'a pas accepté d'apporter des réponses. Et cela n'est pas dû à la soi-disant crise des réfugiés et cette arrivée en Europe de personnes depuis 2 ans. Mais ça fait déjà plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, que les politiques publiques ne sont pas adaptées aux besoins des demandeurs d'asile. Alors pourquoi l'État refuse de s'emparer de cette question selon vous ? Pourquoi c'est tabou ? Alors, je ne saurais pas répondre à la place de l'État. Bien sûr, il y a des questions de coût, sans doute, mais il y a aussi, nous, on peut l'observer dans nos relations avec l'État, avec les administrations, une peur des réactions de la société, une peur que nous estimons démesurée d'une réaction xénophobe ou d'un rejet de la part de la société. Alors que de notre côté, on peut constater justement que cette société, depuis en particulier septembre 2015, s'est mobilisée auprès des réfugiés pour leur venir en aide. Voilà, septembre 2015, on se souvient, c'était l'appel du pape, le dimanche 6 septembre précisément. Il appelait chaque paroisse à se mobiliser pour accueillir les migrants. Donc aujourd'hui, il y a des structures et des personnes qui paradoxalement sont prêtes à accueillir. Et il n'y a encore personne. Pourquoi ? Alors, en effet, nombre de paroisses, par exemple, se sont mobilisées, ont constitué des associations pour accueillir une famille, comme l'avait demandé le pape à l'époque, et n'ont pas vu arriver de personnes dans ces lieux. Alors déjà, il faut dire que l'État a essayé de mettre en place un dispositif, et là, a vraiment été
en deçà de ce que la société civile attendait, puisque n'a pas su mettre en lien les personnes qui avaient besoin d'un hébergement, comme Abou par exemple, à l'époque où il était à la rue, et ces lieux, ces citoyens qui étaient prêts à accueillir. Ces lieux étaient pensés au départ pour des personnes qui devaient rentrer dans un dispositif qu'on appelle la relocalisation. C'est des personnes qui arrivent des frontières de l'Europe, donc Italie, Grèce, pour être accueillies en France. Et on voit qu'aujourd'hui, très peu de personnes, un tout petit peu plus de 3000, ont été accueillies en France. On voit bien tous ces manquements. De quoi, aujourd'hui, la France a besoin pour accueillir correctement tous ces réfugiés? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On vous a entendu, il y a un manque de communication, visiblement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à revoir? Alors, il faut bien sûr que des places d'hébergement puissent être mises en place. Alors, il y a un plan, et on peut dire quand même que là-dessus, il y a eu des efforts faits sur les dernières années pour que le parc d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés augmente. En 2017, il devrait atteindre 60 000 places. Malheureusement, ça sera encore moins de la moitié des demandeurs d'asile qui seront hébergés. En tout cas, actuellement, ce sont moins de la moitié des demandeurs d'asile qui sont hébergés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de place, il n'y a pas assez de structures. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Alors les structures, on voit qu'elles se mettent en place. On l'a vu au moment qu'elles peuvent se mettre en place très rapidement s'il y a une volonté politique. Et je crois que c'est bien là ce qui nous manque, puisque au moment du démantèlement du bidonville de Calais, on a pu voir très rapidement des structures qui ont été mises en place, ces fameux CAO, centres d'accueil et d'orientation, un peu partout sur le territoire. Et d'ailleurs, des structures donc professionnelles avec un lieu d'accueil et d'hébergement pour les personnes exilées, mais aussi autour de ces lieux, quand l'État et quand la structure d'accueil le permettait, des citoyens qui se sont mobilisés pour accueillir dans leur village, pour faire connaître aux exilés la vie de village ou la vie de la ville où ils arrivaient. Il y a la question de l'accueil d'urgence, il y a aussi la question de l'intégration. On en est où aujourd'hui à propos de l'intégration? Ça fonctionne? Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est quelque chose d'assez difficile et j'imagine qu'il faut regarder sur un panel plus large qu'uniquement les demandeurs d'asile. Par contre, ou les réfugiés. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il n'y a rien qui est mis en place pour faciliter cette intégration ou ce bon accueil au sein de la société. Tout simplement, par exemple, les demandeurs d'asile qui arrivent, on sait que ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi, voire plus, le temps de la procédure d'asile. Et pendant ce temps, ils n'ont accès à aucune formation, ni en termes d'apprentissage de français, ni en termes d'apprentissage d'un métier. C'est donc 1 an et demi, 2 ans pendant lesquels des personnes relativement jeunes pour la plupart, se retrouvent à ne pas savoir que faire d'autre que se tourner les pouces et ne pas avoir le droit de faire autre chose. Et donc, on voit là qu'on n'est pas du tout face à une politique qui pense l'intégration dès l'arrivée des personnes, mais qui, au contraire, va plutôt mettre les personnes dans un espèce de temps suspendu avant qu'elles puissent enfin être en contact avec la société française grâce à la langue qu'elles maîtriseront ou grâce à des contacts avec des Français. Il y a aussi la question de l'Europe. Qu'est-ce qui a été défaillant ou est défaillant justement pour accueillir les migrants au niveau européen? Alors ce qu'on voit, c'est un vrai manque de solidarité quand même au niveau européen. On voit bien que dans la grande majorité, les États cherchent à repousser la responsabilité de l'accueil des exilés aux États frontaliers. Et donc on voit l'Italie qui est face à de grandes difficultés. On voit aussi la Hongrie qui est un État franchement réfractaire à l'accueil des réfugiés, qui se retrouve aussi avec la gestion de réfugiés sur son territoire. Et donc un vrai manque de solidarité. Il y a eu des essais, je vous parlais tout à l'heure de la relocalisation. Donc les États européens ont essayé de se mettre d'accord et déjà ces accords étaient vraiment à minima. Et on voit que la réalisation est bien loin du compte, puisque, comme je vous disais, à peine 3000 personnes ont été accueillies dans ce cadre-là en France. Voilà, on voit aussi au niveau du règlement de Dublin donc ce règlement qui veut qu'un seul État soit responsable de la demande d'asile, qu'on est là aussi dans un système très absurde au niveau européen qu'il faudrait pouvoir réformer complètement. On vous a entendu, il y a beaucoup de choses à revoir. Pour autant, qu'est-ce que vous espérez un jour sortir de cette impasse que vous dénoncez et comment ?
Alors, je crois beaucoup et on croit beaucoup au mouvement associatif, à la force des mouvements citoyens, puisque comme je vous le disais, on a vraiment vu un élan de solidarité, à la fois au sein des paroisses, mais aussi au sein de la société civile. On le voit, des personnes se mobilisent, parfois des personnes très loin de la réalité de l'accueil des migrants, qui n'en avaient jamais rencontré, comme ça peut être le cas dans des villages français qui ont accueilli des CAO, ou comme ça peut être le cas dans la vallée de la Roya, où des personnes ont vu apparaître en fait dans leur jardin des personnes exilées qui tentaient de rejoindre la France pour y demander une protection et se sont mobilisées. Donc grâce à ces mouvements citoyens, on espère vraiment que le gouvernement, nos responsables politiques vont s'apercevoir que la société française est en capacité d'accueillir et va prendre le mouvement en marche. Prendre le mouvement en marche, donc c'est l'association Le Cèdre. Le Secours catholique. Du Secours catholique. Donc, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous rappeler un petit peu votre vocation pour ces gens-là? Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, le Cèdre est un lieu donc d'accueil du Secours catholique pour l'accueil des exilés. Donc, nous recevons en journée des personnes qui ont besoin d'une aide administrative, juridique ou sociale. Et aussi, nous leur proposons des activités. L'objectif est de faire de cette maison leur maison, qu'ils puissent s'y sentir bien, parce qu'on sait aussi, et ils nous le disent très souvent, que l'exil est avant tout douloureux parce qu'ils sont loin de leur famille et de leurs attaches et qu'ils ont besoin d'entrer en contact avec la société française. Voilà, et si vous voulez aller plus loin pour connaître le Cèdre, vous pouvez revoir l'émission Hors les murs qui avait été réalisée en partenariat avec le Secours catholique sur notre site internet. Merci beaucoup Aurélie Radisson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.